Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable, celle de Singapour. On va regarder de plus près l'héritage complexe de Lee Kuan Yew et ce fameux modèle de développement qui a, disons-le, complètement viré le pays à l'envers. Imaginez un instant. 500 $. C'est pas beaucoup, hein? Ben, en 1965, c'était à peu près le revenu par personne à Singapour. On parle d'un pays qui venait tout juste d'avoir son indépendance, qui n'avait pas de ressources naturelles. Bref, l'avenir s'annonçait pas super rose. Et quand on dit que l'avenir était précaire, c'est un euphémisme. L'île, c'était un tout petit État super vulnérable qu'on appelait même une poudrière ethnique. Les problèmes sociaux, économiques, ça semblait impossible à régler. Il y avait des bidonvilles partout, puis pour couronner le tout, les forces britanniques s'apprêtaient à partir, ce qui risquait de faire exploser le chômage encore plus. OK, maintenant, avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Singapour se classe troisième pour le revenu par habitant le plus élevé au monde. C'est fou. Le revirement de situation est juste spectaculaire. Rien de moins. Alors, la question qui tue, comment est-ce qu'un pays parti de rien a pu devenir un des plus riches sur Terre? La réponse, c'est l'histoire d'un plan. Un plan bien réfléchi, souvent critiqué, c'est vrai, mais qui a été terriblement efficace. Et qui est derrière ce plan? Qui est l'architecte de ce qu'on appelle souvent un miracle? Eh bien, au centre de toute cette histoire, il y a un nom, Lee Kuan Yew, le père fondateur et le tout premier ministre de Singapour. Cette citation-là, elle dit toute sa philosophie. Un pragmatisme, disons, assez impitoyable. Pour Lee Kuan Yew, la question c'était jamais est-ce que c'est moral, est-ce que c'est juste? C'était plutôt est-ce que ça marche? Les résultats, c'est tout ce qui comptait. Et ça passait avant pas mal tout le reste, même les libertés individuelles. J'aime bien cette métaphore de l'ancien premier ministre Goh Chok Tong, le grand chef. Ça illustre vraiment comment on voyait le leadership de Lee Kuan Yew. C'était pas juste un politicien parmi d'autres. Non, il était perçu comme l'ingrédient secret, celui qui a pris tous les éléments, même les pires handicaps, puis qui a réussi à en faire quelque chose d'extraordinaire. OK, mais comment est-ce qu'on met en place une vision aussi pragmatique, aussi radicale? La réponse, c'est avec un État qui a, disons-le, une main de fer. Un appareil d'État super fort, très centralisé, qui contrôle pas mal tout. Et c'est là que ça devient vraiment paradoxal. Quand on regarde de l'extérieur, Singapour, ça a l'air d'une démocratie, n'est-ce pas? Des élections, un parlement. Mais quand on creuse un peu, la réalité est tout autre. Le Parti d'action populaire, le PAP, est au pouvoir sans interruption depuis le début. Il en a en prise totale et il s'est arrangé pour neutraliser pas mal toute opposition qui pourrait être sérieuse. En gros, le deal, le contrat social non écrit, il était super clair. Le gouvernement offrait la prospérité économique et la sécurité, et en échange, la population devait rester politiquement docile, pas faire de vagues. C'est ce pacte-là qui a forgé le pays pendant des dizaines d'années. Mais il y a un autre côté à cette médaille. Si la politique était super contrôlée, l'économie, elle, c'était tout le contraire, incroyablement ouverte. C'est ce qu'on appelle l'État développeur en action. Allons voir ça de plus près. Alors, c'est quoi ça, un État développeur? C'est pas un État qui se contente de faire des lois et de surveiller l'économie. Oh que non. C'est un État qui est le grand Manitou, le moteur de toute la transformation économique. C'est lui qui décide la direction, qui guide le marché, qui choisit activement les industries qui vont gagner. Il n'est pas juste l'arbitre, il est le coach et le gérant d'estrade en même temps. Et la recette économique, elle était super claire, presque chirurgicale. On bâtit des infrastructures top niveau, un port, un aéroport, des télécoms. Ensuite, on déroule le tapis rouge pour les multinationales étrangères avec plein d'avantages. En même temps, tolérance zéro pour la corruption à tous les niveaux. Et finalement, on investit massivement dans l'éducation et le logement. Le but était simple, faire de Singapour la place où faire des affaires dans la région. Le message aux entreprises du monde entier, c'était « Venez produire ici et on va vous aider à vendre partout sur la planète ». Un des coups de génie de cette stratégie, c'est vraiment le logement. L'État a mis sur pied un immense programme de logement public et a permis à plus de 80% de la population de devenir propriétaire. Pensez-y 2 secondes. En faisant ça, le gouvernement a donné à presque tout le monde une raison très concrète, un intérêt financier direct de vouloir que le pays reste stable et continue de réussir. Et ce qui est fascinant, c'est que cette stratégie n'est jamais restée pareille. L'économie a constamment évolué. Dans les années 60, on faisait dans le textile, les perruques, des trucs qui demandaient beaucoup de main-d'œuvre. Dans les années 80, on est passé à la haute technologie, puces d'ordi, lecteurs de disques. Et aujourd'hui, c'est un hub mondial pour la finance, la tech, la logistique. Ils se sont toujours adaptés pour monter plus haut dans la chaîne de valeur. Jamais arrêtés. Bon, tout ça c'est bien beau, les résultats sont là, on peut pas le nier,
Mais ça soulève une grosse question. Est-ce que c'est un modèle qu'on peut copier? Parce que ce succès-là, il a eu un coût et il y a de grosses questions qui se posent pour le futur. Si on fait le bilan, on voit clairement les deux côtés de la médaille. D'un côté, on a la stabilité, la prospérité, presque pas de crime ni de corruption. C'est impressionnant. Mais de l'autre côté, on a des libertés politiques très limitées, une pression sociale énorme, beaucoup d'inégalités. C'est vraiment le compromis qui est au cœur de tout le modèle de Singapour. Et c'est pour ça que beaucoup d'experts disent « Attention, on ne peut pas juste copier-coller ce modèle n'importe où ». Singapour, c'était un cas vraiment unique. Un tout petit territoire, un sentiment de vulnérabilité extrême après l'indépendance, une population qu'on qualifie souvent de disciplinée. Toutes ces conditions ensemble, c'est pas dit que ça existe ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, le modèle est mis à l'épreuve de l'intérieur. Et il y a une nouvelle génération qui se pose des questions, qui ne prend plus l'ancienne formule pour du cash. Le coût de la vie qui explose, le logement qui est hors de prix, une population qui vieillit, et surtout, une envie de plus en plus forte de pouvoir s'exprimer politiquement. Bref, ce fameux pacte social qui a tenu si longtemps, on dirait qu'il commence à craquer un peu partout. Ce qui nous ramène à la question de départ, finalement. L'héritage de Lee Kuan Yew nous laisse avec cette question immense et toujours pas résolue, la prospérité, ça a un prix. Et si la réponse est oui, est-ce que c'est un prix qui vaut la peine d'être payé? C'est tout ça, le paradoxe de Singapour.